Уважаемый господин президент, дамы и господа, мы очень рады приветствовать в Кремле, принимать в России президента Французской Республики, господина Эммануэля Макрона. Считаю весьма символичным, что наша встреча Bon, il va finir plutôt le 8 février, l'heure Moscou, le jour qui tombe sur le 30e anniversaire de l'accord signé entre la Russie et la France. C'est un document fondateur qui a lancé la base pour la coopération de partenariat et du respect mutuel entre nos deux pays. Pour parler avec M. Macron aujourd'hui, traditionnellement, ce sont des relais dans une alliance d'affaires, ont été riches en contenu et très fructueux. Nous comprenons très bien que M. le Président est venu en Russie en premier lieu pour aborder les sujets épineux relatifs à la sécurité européenne et globale. Et pour ce faire, nos pays, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, sont particulièrement responsables. De plus, la France maintenant préside au Conseil de l'Union européenne. Lors de nos pourparlers, nous nous sommes échangés de vues sur les propositions permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont particulièrement responsables. De plus, la France maintenant préside au Conseil de l'Union européenne. Lors de nos pourparlers, nous nous sommes échangés de vues sur les propositions à l'égard de l'OTAN et des États-Unis sur les garanties de sécurité juridiquement contraignantes. Ces propositions comportent 3 points clés. Cela concerne la non-expansion de l'OTAN, le non-déploiement des systèmes de combat sur les frontières russes et le retour des potentiels et de l'infrastructure militaire du bloc à son état de l'année 1997 où l'acte fondateur Russie et l'OTAN avait été signé. Ces préoccupations centrales de notre côté, malheureusement, ont été méconnues dans la réponse reçue de l'OTAN et des États-Unis le 26 janvier. Et nos partenaires occidentaux, en maintes fois, ont évoqué la phrase que chaque État a le droit de décider librement comment assurer sa sécurité et adhérer à toute alliance ou union militaire. Nous ne l'avons jamais contesté, mais ce sont les alliances mêmes qui n'ont pas l'obligation d'accepter tout pays. C'est la politique des portes ouvertes. Nous avons abordé ce sujet aujourd'hui avec le président. La politique des portes ouvertes, à notre avis, est une interprétation très large et probablement c'est une interprétation qui reflète le principe de la sécurité indivisible et égale qui comporte l'engagement de ne pas renforcer sa sécurité au détriment de la sécurité d'autres pays. La référence est très douteuse à la politique des portes ouvertes de l'OTAN. Et je vais vous noter ce que j'ai évoqué récemment lors de notre entretien avec le purement défensive et pacifique. Les citoyens de tels pays comme l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et l'opération à Belgrade, les citoyens de ces pays ont pu voir avec leurs propres yeux est-ce que cela reflète la réalité. Bien sûr, ces opérations sont loin de l'idée d'une organisation pacifique. De plus, nous ne pouvons pas fermer les yeux à la situation présente. La doctrine militaire de l'OTAN de 2019 directement indique la Russie comme rivale et comme une menace à sa sécurité.
En repositionnant son infrastructure militaire à côté de la frontière russe, l'OTAN et les États membres se croient capables de nous faire leçon où et comment nous devons déployer nos forces et nous exiger de ne pas organiser des manœuvres prévues. Et l'avancement de nos forces sur notre territoire apparaît comme une menace de l'invasion russe. On dit que nos voisins, les pays baltes, se sentent menacés, mais nous ne comprenons pas leur raisonnement. Au moins, cela est utilisé comme un argument pour construire une politique russophobe. N'est pas encore codifié dans la législation ukrainienne. Quand nous avons accepté les changements et des compromis, mais même ces positions présentées par le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne à l'époque ne sont pas respectées. Kiev fit toujours à toute possibilité d'établir la paix et l'intégrité territoriale en menant un dialogue avec Donetsk et Lugansk. J'ai également noté, Monsieur le Président, aux violations systématiques des droits de l'homme en Ukraine, la fermeture des médias, les persécutions des opposés politiques. À l'époque où Poroshenko était le président ukrainien, je lui ai dit que s'il y a des problèmes en Europe et le règlement inter-ukrainien seront prises en compte par le président français, comme il l'a dit, lors de l'entretien avec les autorités ukrainiennes prévues pour demain. Nous avons abordé d'autres sujets de l'agenda international, par exemple la situation autour du Haut-Karabakh. Nous avons noté le rôle positif des soldats de la paix russes qui assurent le respect du cessez-le-feu et aident à restaurer la vie normale. Nous avons confirmé dirigé par lui pour régler un conflit, je ne vais pas vous le cacher, un conflit très aigu relatif à nos relations avec le temps en général et relatif à la sécurité et la création sur le continent européen de l'ambiance de la stabilité, de confiance mutuelle et le règlement de la crise à l'est de l'Ukraine. Je sais que malgré les problèmes qui sont multiples dans chaque pays et dans les affaires de chaque dirigeant, Monsieur le Président a considéré opportun de venir en Russie pour échanger les vues sur nos gestes postérieurs. Certaines de ces idées, et je crois préalable d'en parler en détail, à mon avis, sont faisables et peuvent servir de la base pour nos activités éventuelles. On va suivre les résultats de son entretien avec M. Zelensky et nous sommes convenus d'échanger nos vues après cet entretien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vladimir, merci pour votre accueil dans un moment difficile à la fois par les contraintes sanitaires et les tensions qui sont à l'œuvre sur le continent européen. Et en ce jour, en effet, qui marque le 30e anniversaire de nos relations, la reprise de nos relations diplomatiques et de cet accord bilatéral que vous avez évoqué. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez évoqué sur les relations bilatérales entre nos deux pays, parce que nous sommes aujourd'hui conscients de la gravité que l'OTAN change de ligne. Par contre, nous devons considérer ce que vous avez exprimé avec vos mots, qui sont les incompréhensions successives, les traumatismes à coup sûr, qui se sont construits durant les 3 dernières décennies, et la nécessité de bâtir les termes nouveaux qui permettront seuls la sécurité et la stabilité dans la région. Mais je ne pense pas que bâtir ces termes nouveaux passe par la révision partiale des 30 dernières années d'accords, ni de nos principes fondamentaux, ni en limitant le droit de certains Européens
qui ne sont pas partie prenante des désaccords actuels. Et je pense que c'est un élément très important. Une fois cela étant posé, nous avons essayé de bâtir des éléments de convergence pour agir utilement dans les prochaines semaines. Un type de sujet sur lequel nous avons longuement discuté, qui est la volonté de travailler ensemble sur les garanties de sécurité qui nous permettront de construire un nouvel ordre de sécurité et de stabilité en Europe. Cet ordre dispose tout d'abord d'un socle que nous avons bâti et acté ensemble en tant qu'État souverain, conformément aussi au principe de continuité de la vie des États. Je parle là de la Russie et de la France, mais de tous les autres États qui sont partie prenante à ces traités. Ce socle, ce sont les principes fondateurs de la sécurité européenne, auxquels nous avons collectivement souscrit dans la Charte de Paris, puis réaffirmés dans les déclarations subséquentes de l'OSCE. Ces droits qui découlent de la souveraineté ont été, forcé de le constater, violés ou battus en brèche sur notre continent. Je pense par exemple au respect de l'intégrité territoriale des États, au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'inviolabilité des frontières, à la non-intervention dans les affaires intérieures ou à l'exécution de bonne foi des obligations du droit international, comme au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quelle que soit la lecture historique que nous faisons des crises, des déséquilibres qui ont bousculé ces dernières années, la sécurité de notre continent, dont nous avons là aussi longuement parlé, pour être maintenue, a besoin que nous ne reproduisions pas ici les erreurs du passé. Et donc, nous avons passé plusieurs heures à échanger aujourd'hui, mais c'est aussi le fil d'un échange et de discussions reprises, commencé il y a plusieurs années. Je mesure les malentendus qui se sont installés, les traumatismes qui font partie aussi de l'histoire des peuples. Je ne mésestime pas non plus les morsures du passé et les traumatismes qui existent chez plusieurs membres de l'Union européenne qui ont vécu un XXe siècle différent de celui de la France. Et je crois que nous ne pouvons pas construire ni notre présent ni notre avenir en faisant fi de cela. Ça n'a pas disparu durant ces 30 dernières années. Mais nous ne pouvons pas courir le risque collectivement de voir revenir en Europe le spectre de la confrontation, des sphères d'influence, de l'instabilité et du désordre. Cela créerait d'autres fractures, d'autres rancœurs, d'autres menaces. Il est toujours simple de commencer un conflit, beaucoup moins de savoir le terminer et de bâtir une paix durable. C'est pourquoi je ne crois pas que nous soyons condamnés à choisir entre de nouvelles règles ou l'absence de règles. C'est ce qui relève chez moi de l'optimisme de la volonté. Parce que je sais l'attachement de la Russie à la souveraineté et au droit qu'elle emporte, j'ai la conviction que nous pourrons construire la sécurité et la stabilité en Europe en réaffirmant et en respectant l'acquis de l'OSCE que nous avons construit ensemble. Mais aussi en bâtissant des solutions nouvelles, peut-être plus innovantes, sur justement notre capacité à apporter des garanties concrètes de sécurité. Nous l'avons évoqué de manière très directe, en respectant les intérêts, les éléments de sécurité et de stabilité pour tous nos frères européens, et en respectant les demandes et les garanties qui sont posées par notre voisin et ami russe. J'ai dit au président Poutine ma préoccupation à cet égard sur le projet de nouvelle constitution de la Biélorussie, qui propose de supprimer deux notions fondamentales de son statut depuis 1994 et l'appel du 27 décembre dernier du président Loukachenko sur les armes nucléaires. J'ai à cet égard, je dois le dire, été rassuré par le président Poutine. Tout cela est un point de préoccupation car il vient accroître les déstabilisations. Et donc bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions.
sur lesquels je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Vous avez vous-même commencé des discussions avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Il nous appartient dans les prochains jours et les prochaines semaines de poursuivre ces discussions concrètes pour bâtir précisément ces nouvelles garanties de paix et de sécurité. À cet égard, les demandes de garantie formulées de longue date par la Russie sur la limitation des déploiements militaires, la transparence des activités militaires conventionnelles en Europe, la transparence sur la défense antimissile et le régime de contrôle et de limitation post-FNI sur les missiles de courte portée et intermédiaire sont autant de demandes de la Russie qui correspondent exactement aux demandes formulées par les États européens. Je ne doute pas que nous serons en capacité d'apporter une réponse collective, nous tous Européens, mais aussi alliés et Américains. Nous avons très récemment démontré notre capacité à travailler ensemble, en particulier au sein du P5, qui réunit les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, je pense, comme d'ailleurs nous l'avions évoqué l'un et l'autre, que ce format serait aussi de nature à nous permettre d'avancer sur ces sujets et de pouvoir, en particulier sur les questions de maintien de la paix et de sécurité, là aussi bâtir des solutions communes. Le troisième sujet sur lequel nous avons acté des éléments de convergence et d'exigence, même si j'ai noté que dans son propos, le président est surtout revenu sur les éléments de préoccupation, est le règlement du conflit russo-ukrainien. Je me rendrai demain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Et nous sommes évidemment en parfaite coordination sur ce point avec le chancelier Olaf Scholz, avec lequel je me suis étroitement coordonné il y a quelques jours et que je retrouverai demain en fin d'après-midi à Berlin. Nous poursuivons nos efforts au sein du format Normandie en vue de la pleine mise en œuvre des accords de Minsk et d'une résolution durable du conflit dans le Donbass. La dernière réunion des conseillers du format Normandie a permis d'acter le soutien inconditionnel de l'ensemble des parties prenantes au respect du cessez-le-feu, ce qui est une avancée réelle. Et nous souhaitons bâtir sur cette dynamique afin d'avancer de manière très concrète et de continuer la mise en œuvre de ces accords strictement et en totalité. Et nous sommes revenus sur plusieurs points techniques durant la discussion. Je veux ici saluer les efforts faits par le président Zelensky, en particulier les engagements clairs qu'il a pris dans ce format et vis-à-vis de nous tous, de retirer les lois qui n'étaient pas conformes justement aux accords de Minsk, puisque les lois évoquées par le président Poutine ont bien été retirées à l'initiative du président Zelensky, de la même manière que le président Poutine a pu m'apporter pleine clarification sur les rumeurs qui courent de lois qui seraient ici déposées, qui ne seraient pas non plus conformes à ces accords. Il n'en serait pas du tout question non plus. Sur la base de cette situation clarifiée, nous devons continuer à avancer, nous réengager. C'est essentiel pour la paix et la stabilité en Europe, car ce conflit est au cœur des tensions que nous vivons aujourd'hui, et il est nécessaire de parvenir à un règlement qui permettrait que la Russie et l'Union européenne puissent réengager fortement leurs relations. Nous avons aussi évoqué plusieurs autres sujets aujourd'hui d'interprétations différentes ou de désaccords relatifs, mais également les éléments de convergence. Notre devoir est de travailler ensemble pour avancer. Je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable et durable qui ne passe par le truchement des voies diplomatiques et politiques. Les prochains jours et les prochaines semaines seront donc marqués par des contacts que nous allons intensifier avec évidemment l'ensemble de nos partenaires européens, avec nos alliés, avec également l'Ukraine et les autres pays de la région. Nous aurons l'occasion, dès d'ailleurs les prochains jours, de rééchanger ensemble par voie téléphonique. Et sur le sujet de l'Ukraine comme de notre sécurité collective, notre volonté est de bâtir le cadre de confiance qui nous permettra d'avancer. Avec une même volonté, préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe. C'est notre responsabilité collective et je veux ici dire l'engagement plein et entier de la France en la matière. Je vous remercie, Président, pour votre accueil aujourd'hui.
Спасибо огромное, коллеги. Je Мы vous начинаем remercie, chers collègues. пресс-конференцию. Nous commençons la conférence de presse. Les journalistes français et russes peuvent poser des questions. Traditionnellement, les autres sont les premiers à répondre aux questions. Bonsoir, messieurs.